tous, bienvenue dans l'émission Mon Désart. Merci à vous d'être là bien calé devant votre télé ou devant votre ordinateur parce que pour parler culture, on n'a pas trop le choix en ce moment, c'est comme ça. Rien de bien précis d'ailleurs dans un avenir proche. Oui, les cafés, oui, les restos, les églises même ouvrent, mais rien vraiment pour les artistes. Aujourd'hui, ils peuvent juste pratiquer leur art, mais sans public, c'est-à-dire des répétitions dans le théâtre ou des tournages quand même au cinéma. Tiens, des tournages, à propos de cinéma, une date tout de même, Cocorico, on n'y croyait plus, c'est le 1er juillet prochain, ouverture des salles autorisées, sous conditions, on va en parler dans cette émission, mais est-ce que cela suffira à sauver un secteur qui est quand même bien affecté par la crise? On va en parler dans cette émission avec mes invités. Catherine Salé, bonsoir. Bonsoir. Catherine, les gens, je crois, connaissent votre visage. Vous êtes actrice au cinéma, comédienne aussi au théâtre. Merci d'être là. En face de vous, Marine Bernard, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît moins. Vous Oui. êtes sur pas mal de tournages puisque vous êtes accessoiriste et régisseuse de plateau, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait. Sur les tournages de cinéma. Samuel Tillemont à vos côtés. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Vous êtes producteur, cinéaste, donc 2 casquettes, ce qui va être intéressant pour notre débat. À votre actif, 50 films produits quand même. Et puis le dernier film réalisé, c'était Une part d'ombre. Frédéric Cornet. Bonsoir. Bonjour, Frédéric, bonsoir. vous êtes exploitant de cinéma, c'est comme ça qu'on dit, directeur du cinéma Galerie, bien connu, dans le centre-ville et qui a bien souffert aussi évidemment de cette crise. Alors hier soir sur Canal+, je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a beaucoup de choses à la télé en ce moment, mais c'est Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui a présenté sa sélection 2020 de 56 films tout de même, histoire de donner à ces films une espèce de label de qualité, espérer que quand ils sortiront en salle, le public ira les voir. Il y a toujours, vous savez, le cachet, la palme là qui peut donner envie. En tout cas, la sélection est alléchante, assez franco-française. D'ailleurs, c'est peut-être à cause du label. Malgré les circonstances, on y retrouve des films comme signé Steve McQueen, par exemple, Naomi Kawase, que vous connaissez bien. Lucas Belvaux, côté belge aussi, avec une adaptation du roman de Laurent Mauvigné, Des Hommes. Et puis François Ozon avec Été 85, qui n'a rien à voir du tout avec l'été qui nous attend. Regardez. Voilà, ça c'est pour été 85 qui va sortir. Nous, on est à l'aube de l'été 2020. On sourit un peu moins, quoique quand même. Frédéric Cornet, il y a une bonne nouvelle qui est sortie hier. Ouais. Je ne sais pas si c'est complètement une bonne nouvelle, vous allez nous l'expliquer. Les cinémas, les salles en tout cas, peuvent rouvrir. C'est plutôt très bien en fait qu'on puisse réouvrir parce que je pense que c'est important de retrouver notre public bientôt. Je suis content de la date aussi, enfin on est content de la date. Pourquoi parce qu'en fait on avait un peu peur que mi-juin soit la proposition qui soit adoptée et que nous ça ne laissait pas le temps de bien communiquer sur les films, ça ne laissait pas autant aux distributeurs de faire la communication qui est nécessaire à travers l'affichage et de bien faire tout ce qui est nécessaire au niveau de la presse. Et en fait pendant ce confinement et la crise qu'on a vécue, les salles indépendantes de la fédération sont vraiment rapprochées les unes des autres. On a parlé d'une voie commune. Pour que les gens comprennent bien, quand vous dites salle indépendante de la fédération, c'est pas l'UGC, c'est pas Kinépolis, c'est pas ça. C'est ça, c'est les cinémas soutenus par la fédération Wallonie-Bruxelles et reconnus. Donc ils nous soutiennent pour qu'on puisse mettre en avant le cinéma belge, mais aussi la diversité du cinéma qui est possible. Donc on ne va pas aller vers des films commerciaux ou pas que. Et voilà, c'est l'idée de soutenir. On va parler de leur soutien. On va regarder un tout petit bout, si vous voulez bien, de Honeyland qui va sortir, je crois, au mois d'août. Et on voit clairement que c'est superbe, les images, en tout cas rien que la bande de lancement. On voit clairement que c'est pas du cinéma, j'allais dire grand public, mais si ça peut être grand public, mais en tout cas commercial. C'est vrai qu'il a été nommé comme. Ouais, allez-y. Ah oui, il a été nommé comme meilleur film de fiction et meilleur film de documentaire aux Oscars. C'est la première fois que ça arrive à un film. On va se faire 2 secondes, on va regarder un petit peu ces super images. Çok ucuz sataysınız siz. Ne sataysınız? Şu değil, düz bir pazar gösteriyor.
Voilà, ça a l'air très beau, en effet, tourné en Anatolie, c'est ça. Et ça sortira au mois d'août dans votre salle. Oui. Vous êtes donc subsidié, vous avez des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils vous ont aidé, vous et vos collègues des cinémas indépendants? Alors, ils nous aident à travers un... Mais un peu plus, je veux dire, que d'habitude, vu les circonstances. Alors oui, pour le moment, on a une aide qui va être en préachat de places pour l'ensemble des cinémas. Donc 20 000 places vont être préachetées par la fédération. Donc et vont ils achètent des places, des sièges, quoi, c'est ça? C'est ça, Ouais. qui vont être ensuite redonnés au public sous forme d'achat un peu moins... c'est important, je crois qu'ils vont le revendre à 1 euro aux personnes. Ça permet d'être sûr que les gens viennent au cinéma et ne gagnent pas des places. Et Donc attendez, ça veut dire qu'on peut pourra aller sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles? C'est ça, on va vous mettre en fait sur tous les sites sur les sites des cinémas, une possibilité d'avoir des places à 1 euro. L'idée c'est de vous faire revenir en salle. D'accord. Voilà. Vous faites partie aussi d'un ensemble qui s'appelle Europa Cinéma. Là aussi, ils vous ont avancé de l'argent? Alors, c'est des avances en fait. Ils nous avancent l'aide, le soutien au programme 2019 et 2020, la moitié de 2020. Après, c'est toujours des avances. Nous, c'est retardé un peu le problème, donc nous, on a besoin d'aide maintenant. Donc, les 20 000 places, c'est déjà très bien. On a demandé à avoir un peu plus. J'ai l'impression qu'on a été écouté par le Centre du cinéma. La fédération est vraiment à notre écoute et va faire un maximum pour pouvoir nous aider. Ouais. C'est important, les salles évidemment de cinéma, parce que c'est le dernier, c'est le premier lien en tout cas avec le public. Et je sais pas quel effet ça vous a fait, Catherine, quand on a su que les salles fermaient, comme ça, on n'a pas de date en plus, il y avait une espèce de silence. Ben oui, c'est un peu glaçant en fait. Pour tout le monde, ça a été ça, la fermeture des cinémas, des théâtres, des restaurants. Puis on sait pas pour combien de temps aussi. Donc cette espèce de, ce que j'ai trouvé très compliqué, moi, et que ça continue à l'être, c'est ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Je trouve ça au niveau de notre métier et au niveau des réouvertures des salles, de quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à travailler. Il n'y avait rien de concret en fait. C'est ça, et ça c'est très très perturbant. C'est une perte de sens tout d'un coup parce que c'est des métiers qu'on fait aussi avec beaucoup de passion. On est obligé d'avoir de la passion parce que c'est difficile, les conditions en général. Et donc ça a été très difficile. J'ai mal vécu. Ça va mieux, vous savez. En fait, il y a eu quelques semaines où il y a eu une sidération. Sidération. Au début, là, oui. On ne savait pas ce qui se passait. Et puis, pour revenir sur ce que Frédéric disait, ce qui est intéressant avec cette crise, et il faut y voir du positif, c'est qu'on est en train de structurer tout un domaine d'activité. C'est-à-dire qu'on se parle, eux entre salles, ils se parlent, nous entre disciplines, on discute, les fédérations se mettent ensemble. Et donc, on commence à avoir une voie commune et on essaie de réfléchir l'avenir ensemble. Ouais. S'il faut voir un petit peu de positif, et peut-être le regard du public, notamment des gens qui nous écoutent, change par rapport aux artistes, parce qu'on peut se dire, et notamment dans le cinéma, on peut se dire, les gens du cinéma, c'est des gens c'est le festival, c'est les paillettes, c'est Cannes, c'est le tapis rouge. Et puis on se rend compte, en fait, en vous écoutant tous, que non, il y a une réalité dure, quoi. Je veux dire, on roule pas sur l'or. Enfin, c'est très rare quand on roule sur l'or au cinéma. C'est un métier difficile. Les contrats sont compliqués. Quand il n'y a pas de statut. Enfin, je sais pas, Marine, vous êtes régisseuse, accessoiriste, vous connaissez tous ces métiers de cinéma. Comme ça, c'est compliqué. Vous expliquez dans un article qu'il y en a qui ont carrément pensé à changer de métier. Tout à fait. Je pense qu'il y a de nouvelles questions qui ont vu le jour avec cette crise et ce moment suspens où on ne savait pas vraiment vers quoi ça allait mener. Je rejoins Catherine quand elle dit que c'est jusque quand ça va durer, c'est repousser des projets ou les voir annulés. Et c'est compliqué parce que je pense qu'on court déjà après nos heures en temps normal. Et donc là, cette crise met en lumière cette problématique, mais l'accentue et l'inconnu est toujours bien présente, même si petit à petit, on voit des ouvertures. Pour être tout à fait concret, on discute entre nous pour le moment. Il y a des gens, soit ils sont aidés, de la famille, etc. Donc on a des aides, parce qu'on doit tenir les mois qui viennent, mais il y en a qui ne l'ont pas. Ouais. Et ceux-là commencent déjà à changer de métier. Donc j'ai des exemples concrets autour de moi. Oui, des chefs opérateurs, des machins, des gens qui décident pour le moment, moi, je discutais avec un réalisateur hier qui me disait que, je sais plus, c'était un ingé son qui est devenu postier parce qu'il devait gagner sa vie. Il devait manger. Et ça pose le problème de la démocratisation de la culture. Parce que ça veut dire que ceux qui sont aidés, donc qui ont un peu d'argent de côté, ils vont tenir, mais ceux qui normalement devraient être les plus aidés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas
une possibilité de survivre, eux risquent de changer de métier. Donc qui va parler? Les gens qui viennent de la classe moyenne, etc. Or justement, il faut réfléchir aussi à la démocratie en soutenant les nouveaux, les jeunes, ceux qui vont faire la création de demain. Donc c'est un peu ça le combat aujourd'hui aussi. Et en plus, c'est des métiers de passion, donc c'est triste quand on voit un ingé son qui se dit je ne vais plus faire de son. Il y a quelque chose de triste pour lui, je trouve. Là, il y a des emplois qui ont été supprimés chez vous ou c'est du chômage technique? Comment ça s'est passé cette période? Chômage technique pour force majeure et on n'a pas l'intention d'en supprimer. On ne pense pas que ça va arriver. Vous êtes sûr ou pas? Ouais, en fait, si. Je pense que ça, là, la situation dans laquelle on est nous permet de voir qu'on a un soutien du public et que le public va revenir en salle. On a tous demandé que ce soit la Palace, Vendôme, nous, à être soutenus par notre public et à préacheter des places. Et en fait, ils ont tous répondu en grand nombre. Ça a permis de se dire, en fait, les gens vont revenir en salle. Et je pense pas que... donc nous, on est une toute petite équipe aussi, 10 personnes. C'est pas comme si on avait plein de sites et qu'il fallait penser les choses différemment. Donc, on ne peut pas vraiment supprimer d'emplois chez nous sans que ça affecte directement le fonctionnement du cinéma. Donc nous, on sait que ça va aller. Peut-être que des plus grandes salles comme UGC vont devoir licencier des gens, mais nous, en fait, on est déjà le minimum pour faire tourner la maison, donc ça ne va pas arriver. Allez, on va essayer de rester avec l'expression que le cinéma rend heureux. La transition, parce que ça rend heureux. Ça, c'est un film qui nous a bien rendu heureux, et vous aussi, j'imagine. Samuel Kinman, c'était coécrit avec Joachim Lafosse. Ouais, c'était mes tout débuts, moi, dans le cinéma. Ouais. C'était mes premières expériences, Moi aussi. C'est vrai, hein, et vous aussi. Tiens. C'est vrai que c'était on a un petit extrait avec vous, Catherine. Savoureux comme extrait, on regarde. Quand je vois les scènes dans lesquelles je suis, elles ne sont pas encore complètement écrites et je voudrais vraiment savoir ce qu'il va y avoir dedans parce que je veux... je veux pouvoir y travailler, avoir un droit de regard dessus. Je le dis une fois et puis après on parle plus de ça. C'est clair qu'il s'agit quand même un peu de notre intimité aussi. Et que c'est délicat. Et donc je voudrais pouvoir écrire avec toi ça. Y a aucun problème. Et autre chose aussi, c'est que pour pouvoir avoir de la distance, tu fais appeler mon personnage Anne, et ça, je veux pas, quoi. Moi, je veux de la distance, je veux pas... j'ai besoin d'avoir de la distance, quoi. Je voudrais qu'on puisse aussi s'éloigner de certaines choses de la réalité, quoi. Attends, on parle pas de réalité ici, on parle de fiction. Ici, c'est un scénario de fiction, avec des personnages de fiction. Fab. Donc on va tout de suite arrêter avec cette réalité. Voilà, ça fait drôle quand même de voir ça, non, Catherine? Le temps a passé, on a des têtes de bébés. On se croirait dans les enfants de la télé, là, quand on lance des images. Oh, quel beau souvenir. C'est un beau souvenir. C'est plus difficile de faire du cinéma aujourd'hui qu'à l'époque ou non, c'est pas... Non, ce qu'il y a, c'est que là, c'était particulier, ce tournage, parce que c'était vraiment... Des copains. C'était vraiment un tournage de copains. Et fait avec beaucoup de professionnalisme, mais il y avait une liberté comme ça sur ce tournage, une liberté de tourner, une liberté de filmer, une liberté de comment raconter cette histoire. C'était puis bon, on était vraiment tout jeunes. Naïf. Et naïf. Non, mais c'est vrai, on était naïf. Mais on peut plus être naïf aujourd'hui, Samuel. C'est une question d'âge. Ceux qui ont 25 ans, ils sont encore naïfs. Et oui, mais je veux dire, le monde économique aussi a changé, le regard qu'on a sur le métier a changé. Je sais pas. En fait, ce film-là, on s'était dit, on va le tourner en 1 an. Ouais. Donc voilà, c'était la Lafosse. Ouais. On écrit 3 mois, on prépare, on tourne, et puis 3 mois, et on l'a fait. Mais en ne sachant pas les difficultés qui allaient arriver derrière. C'est-à-dire, une fois que le film est terminé, il faut trouver des distributeurs. Donc tout ça, moi je découvrais, je ne savais pas. Et donc on était parti la fleur au fusil, on était certain que ça allait bien se terminer, et c'était le cas. Ouais. Mais ça aurait pu être le contraire. C'est un petit peu comme c'est arrivé près de chez vous, quoi. Il y a comme oui, ça, mais je pense que cette insouciance-là, même si le cinéma c'est un métier qui coûte cher, à la différence d'autres arts, d'autres disciplines. C'est une industrie. Hein. C'est une industrie. Mais malgré ça, et aujourd'hui avec la numérisation, YouTube, etc., ça reste que c'est un vivier de créativité de jeunes qui font des choses gratuitement et qui se font connaître comme ça, quoi. Et ça, je pense que ça va pas changer. Cette naïveté-là, elle va rester... La gratuité. Oui.
pas changé. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, Catherine. quand même, ça. Alors, Catherine Sallet, vous êtes comédienne au théâtre. D'ailleurs, c'est très gentil d'être là parce que vous étiez en répétition. Premier jour de répétition depuis 3 mois. Un bonheur. Compliqué quand étrange, même. Un bonheur étrange, mais un bonheur vraiment. Parce qu'il y a les conditions sanitaires que nous respectons. Ouais. Et c'est un peu antinomique avec notre métier. Donc là, pour le moment, on est dans du travail à la table. Avec Pauline Delon, hein, ouais. Voilà, c'est Phèdre, qu'on va jouer au Théâtre des Martyrs, j'espère. Mais oui. En novembre. Et donc c'est compliqué, on peut pas s'embrasser, on peut pas se toucher, on peut pas se toucher, on peut pas s'embrasser. Et surtout là, donc on est en distanciation, c'est un spectacle avec des danseurs. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Pour le moment, on fait de la dramaturgie, donc ça va. Mais quand on va répéter en septembre, je ne sais pas comment ça va être possible. Vous avez 2 tournages cinéma qui ont été reportés, j'espère. Pour le moment, ils ne sont pas annulés. Donc, c'est des tournages, un en France et un au Portugal. Et donc, normalement, je devais avoir terminé un tournage, là, et je devais en commencer un autre mi-juillet. Et les productions ne donnent pas encore de nouvelles. Enfin, c'est tellement le flou. Pour le film au Portugal, il y aurait une possibilité de recommencer fin août. Il faut absolument que ce soit l'été, de toute façon, pour le tournage, pour l'histoire. Pour l'histoire, ouais. Mais j'ai pas de date. Toucher du bois, c'est du bois. Hein. C'est du bois, j'embrasse. Samuel Tilman, est-ce que cette situation, elle va, parce que les tournages vont reprendre, est-ce que ça peut changer, par exemple, l'écriture? On peut se dire, parce que vous écrivez des films, comme Une Pardon, on se souvient, est-ce qu'on peut se dire, maintenant, je vais écrire des scènes où les acteurs ne pourront pas s'embrasser, où il n'y aura pas d'histoire d'amour, etc. Est-ce que ça va aller je pense que ça ne va pas être technique comme ça, parce que ça, on va en sortir rapidement. Mais par contre, le sens de ce qu'on raconte, je pense que c'est inévitable. Je disais des articles. C'est-à-dire est-ce qu'on veut raconter les mêmes choses maintenant qu'il y a un an? C'est-à-dire, est-ce que j'ai commencé un scénario il y a 5 mois, est-ce qu'il fait sens? Parce que il y a quelque chose qui a vieilli très fort. C'est-à-dire qu'il faut se dire que le cinéma, c'est vraiment du temps long. C'est entre le moment où tu as l'idée et le moment où le film sort en salle, souvent il y a 4 ans, 5 ans. Et donc, effectivement, une idée peut faire sens dans un contexte et puis devenir quasi obsolète au moment de la sortie. Donc ça, c'est notre réalité. Et puis, il y a même des tendances, quoi. Parfois, la comédie est à la mode 5 ans avant, et puis après, voilà. Donc, nous, on est en permanence dans la création face à cette idée-là de un peu être dans l'air du temps, raconter des choses qui touchent les gens. Donc je pense que cette crise va inévitablement impacter la création, l'écriture, et parfois aussi, parce que nous c'est l'art de la contrainte, pas que le cinéma, le théâtre, enfin les arts prennent la contrainte et la modèlent et en font quelque chose. Donc ça va être intéressant. Marine Bernard, quand vous êtes sur un tournage, accessoiriste ou régisseuse, je sais pas s'il faut mettre un verre dans la main de l'actrice. Voilà, tout ça va plus être possible. Ce sont des problématiques qui vont exister et le problème, c'est qu'on fait, en tout cas en tant qu'accessoiriste de plateau, il y a aussi une grande place à l'improvisation. Et la spontanéité, tout ça, ne va plus avoir sa place, malheureusement, parce qu'il faudra penser à toute cette gestion sanitaire qui, bien sûr, est déjà présente, mais qui va être renforcée avec cette épidémie. Il va falloir vivre avec ça. Il va falloir s'habituer à tout ça, quoi. Et puis, il y a un mot que vous avez, parce que vous étiez à la Chambre la semaine dernière, on vous a beaucoup remarqué d'ailleurs, c'était sur les réseaux sociaux, vous avez défendu la professo. Moi, j'ai été étonné par certaines choses. Vous disiez que les réalisateurs, même les plus connus, tournent, on va dire, un film tous les 3-4 ans. On a l'impression qu'ils tournent plus, mais non, en fait. Et puis, il y a les périodes entre les deux. Il y a les périodes d'écriture. Et le temps d'écriture, etc., c'est pas le... Enfin, voilà, le temps est un petit peu différent que celui des subsides. C'est ça qui est compliqué dans ce métier. Mais c'est-à-dire que... Si on veut aller au fond. Vous avez même dit je suis chômeur et je refuse ce mot. Ben oui, parce que c'est la réalité aux yeux de l'administration. Je suis considéré comme un chômeur. Or, moi, j'ai défendu le fait qu'on était tous des intermittents. C'est-à-dire des gens qui travaillent tout le temps, mais on n'est payé que par période. Quand on fait une création de théâtre, c'est souvent un cachet qu'on accepte. Enfin voilà, c'est un montant sur lequel on travaille. Et ce montant est ventilé sur un certain nombre de mois, mais en général. Le travail est beaucoup plus long, continue avant, après. Alors on voit une part d'ombre, par exemple, qui est en train de passer dans les écrans. Vous avez mis combien de temps si on prend le début jusqu'à la fin. L'ensemble, c'était peut-être 7-8 ans, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai fait un film entre les deux. Donc j'ai interrompu ce film-là pour en faire un autre. Mais effectivement, ça prend du temps. Mais je prends l'exemple d'une part d'ombre. C'est sorti en France l'année passée. Moi, j'ai fait au moins 15 ou 20 salles françaises dans des toutes petites villes et des grandes villes. Enfin, donc 2 mois et demi. Mais ça, c'est des périodes qui sont payées par personne.
Je pense qu'il n'y a que les grandes stars américaines qui peuvent négocier la promo. Or, la promo, on en fait tous, les comédiens font la promo, etc. Et donc, toute cette partie-là... en plus, et on fait la tout promo en général. Ouais. Enfin, je veux dire, ces parties-là, la mise en développement d'un projet, c'est-à-dire quand on a l'idée, qu'on écrit les premières versions, souvent elles ne sont pas payées. Les dossiers qu'on fait pour obtenir de l'argent, c'est pas payé. Donc, il y a plein de moments dans notre travail, nous, mais on peut le décliner, un musicien répète en permanence, des comédiens se forment, voilà, relancent des projets, etc. Voilà, ça c'est notre réalité. On travaille tout le temps et l'administration dit qu'on est des chômeurs. Ouais, c'était ça que je défendais. Qu'est-ce que vous réclamez alors? Par exemple, si vous aviez le gouvernement fédéral devant vous, qu'est-ce que vous réclamez? Mais on réclame des choses simples, c'est-à-dire qu'on sorte le statut d'artiste du chômage et on en crée un vrai statut d'intermittent. On veut élargir l'accès, parce que pour le moment c'est très compliqué pour les jeunes. Faut vraiment se dire que l'enjeu, c'est aussi la création, c'est une voix qui vient de chez nous. Et défendre ça, parce qu'il y a aussi la compétitivité de la mondialisation, dans le bon sens du terme, de la culture. C'est-à-dire qu'on a des offres de partout. Et donc, si les jeunes, si les plus précaires ne peuvent pas avoir accès à ce qu'on appelle ce statut d'intermittent, c'est-à-dire une possibilité de vivre plus ou moins dignement de notre métier. C'est juste ça. Et c'est dans ce sens-là. Et en plus... Nous, à la Chambre, on était face à des gens, à des politiques qui aimaient les chiffres, qui avaient besoin de chiffres. Je suis certain que si on quantifie ce qu'on coûte à la collectivité, on ne coûte pas grand-chose. On n'est que 7200 allocataires au statut d'artiste en Belgique. C'est rien. La culture, c'est les fameux 5% de PIB de la culture. C'est plus simple d'être actrice au cinéma ou comédienne au théâtre, d'un point de vue... c'est plus confortable de faire du cinéma ou, C'est-à-dire que quand je fais... Ça dépend quel film. Oui, bien sûr. Mais je gagne mieux ma vie au cinéma qu'au théâtre. Au théâtre... parfois, donc, quand j'ai du travail, ça ne me suffit pas. Enfin, je suis vraiment ric-rac en fin de mois après avoir payé mon loyer. Oui, c'est pas fait. En fait, les salaires. Vous n'avez pas une grosse villa 4 façades non, pas du tout. Et donc, en fait, on doit constamment, on n'arrête pas de jongler entre vaches maigres et vaches grasses, en fait. Et donc, on doit bien gérer quand on gagne des cachets un peu plus volumineux. On doit bien mettre de côté pour le moment où on n'aura pas. C'est difficile d'avoir du travail 12 mois sur 12. Alors, il y a aussi, on en parle un peu moins, mais la télévision quand même pour les comédiens, les comédiennes. On peut voir, je crois, la trêve est encore sur les plateformes Netflix. Les plateformes, c'est pas quelque chose qui parce que elles ont le vent en poupe en ce moment quand même. Netflix, même il y a des distributeurs qui sortent des films directement en VOD. Exactement. C'est une concurrence pour vous quand même, ça, non? Les distributeurs ont quand même voulu garder quelques films pour nous, pour la réouverture des salles, mais certains films, effectivement, qu'ils estimaient pas assez porteurs pour les salles, ils ont préféré de les mettre directement en VOD. Quel effet ça vous fait quand vous voyez des films vous passer sous le nez comme ça En fait, avec le décalage, le fait que les films qu'on soit fermés, en fait, on n'a pas la possibilité de les mettre en salle et d'autres films vont arriver, donc je les comprends, en fait, quelque part, d'aller vers la plateforme. Est-ce que les plateformes sont une menace pour le cinéma, en tout cas la salle en tant que telle? Pas du tout. On a vu qu'en 2019, on a une année faste, c'était super, on a eu beaucoup de monde et les plateformes étaient bien présentes. Netflix sortait les films en salle, Vendôme et Kinographe, je crois, avaient pris le Scorsese. Mais même si Netflix, par exemple, France sort des Truffaut, des Godard, etc., ça vous fait pas... C'est temporaire, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont faire un effet d'annonce, les gens vont le voir à ce moment-là, et puis les gens vont pas penser à aller voir du Truffaut sur Netflix, c'est pas leur identité. Alors que les salles, elles ont un public, elles ont une identité. Ce que les gens vont voir sur les plateformes représente pas du tout le nombre de personnes qui viendraient en salle, en fait, ce que ça rapporte au distributeur, une sortie salle versus une sortie VOD, il y a un gap qui est énorme. En fait, la salle est très importante pour tout l'écosystème. Vous êtes producteur, c'est pas l'avenir du cinéma, ça, les plateformes? En tout cas, je pense qu'il y a un gros enjeu. Pour le moment, le centre du cinéma, le Tax Shelter, c'est 80 millions d'euros. Ouais, en plus, on n'a pas le temps de parler de Tax Shelter. Mais non, mais voilà. Il va y avoir un embouteillage. Et je pense que très vite, les plateformes vont s'aligner, en Belgique. Et puis après, sans doute que le gros de l'investissement va être via les plateformes. Ce qui veut dire concrètement, c'est que ça va cohabiter. Non, je pense que ça va cohabiter. C'est plutôt bien. C'est assez sain. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être, on espère, une possibilité à plus de projets de naître. C'est ce qu'on espère. Mais il faut ne pas rater cette révolution-là, je pense. On va devoir terminer l'émission. Marine, le prochain tournage, vous avez déjà un rendez-vous parce que les tournages reprennent donc. Fin août, j'espère. Ouais. Oui, tout à fait. Avec beaucoup d'impatience, avec masque et tout ça, mais une grande envie en tout cas de retourner, de travailler.
Vous n'avez pas envie de changer de métier? Vous n'en êtes pas là comme certains collègues? Non. Je fais mon métier avec passion depuis quelques années et j'espère rester là-dedans un bon bout de temps. Et Catherine, retour sous les feux de la rampe bientôt, et enfin on espère. Oui, j'ai pas de date. Non, il n'y a pas de date. On vous tiendra au courant. Oui, voilà. Bah écoutez, allez, les salles rouvrent quand même le 1er juillet. On parle de spectacle en août. Non, mais ça va se faire, je pense. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir tout... Le problème, c'est que je vais sans doute perdre de l'emploi parce que ça va être l'embouteillage. Ouais. Tout va reprendre en même temps. Bon, bah écoutez, on pense très fort à vous. On aime tous le cinéma. Je crois les gens qui nous regardent aussi. On est bien contents quand même que ça... On avance et ça rouvre. Et puis, nous, on est heureux. Hein. Ça rend heureux. On peut garder ce titre-là. Voilà. Allez, merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre thème dans Monde des Arts. Bonsoir. Bonsoir.